BFM Business présente Les experts sans frontières. Guillaume Paul. Juan Rosé, je veux dire, c'est trop gros. Alors les Chinois ne démentent ni ne confirment l'appel. Cela dit, ce qui est complètement absurde, effectivement, c'est discuter s'ils ont parlé ou pas parlé. Ce qui disait effectivement Guillaume, c'est que ce qui intéresse les gens, c'est si on va payer plus cher parce qu'il y a des droits des douanes ou on va payer moins cher. Alors qu'il se soit parlé, on s'en fout carrément. Ce qui est important, effectivement, c'est qu'il y ait quand même des contacts quelque part entre les deux administrations, même si les présidents ne se parlent pas. Mais lui, il raconte des histoires, il a toujours raconté des histoires. Il y a un basculement, Juan Rosé, vous êtes d'accord avec ça? Oui, la crédibilité américaine est déjà entachée là, à ce stade, lourdement, de manière irréversible depuis la campagne électorale, même avant l'élection de Donald Trump. Mais j'ai pensé, après vos propos, j'ai pensé à un proverbe persan qui dit « La patience est amère, mais le résultat est toujours doux ». Et donc, pour dire qu'effectivement, la Chine se prépare depuis très longtemps, la Chine est un pays qui a énormément de patience, qui ne fait pas des déclarations généralement intempestives, et qui se prépare et qui attend voir. Et je pense qu'effectivement, il y a des gestes qui sont faits par la Chine, mais parce qu'il y a eu aussi des gestes au préalable qui ont été faits par Donald Trump. Sur la tech notamment. Mais voilà, donc effectivement, à partir de là, la Chine est dans son rôle comme elle l'a toujours été. Elle attend, elle avance petit à petit, elle ne surréagit jamais, c'est son principe. C'est vrai. Et ça paye. Non, mais c'est vrai, il n'y a pas grand-chose. Ce qui m'interpelle, effectivement, il y a l'appel de pied de la Chine, et notamment, c'était avec l'Espagne, puisque Sanchez est allé 3 fois, en 3 ans, rencontrer Xi Jinping. Le dernier voyage, c'était il y a à peine 10 jours, où il est rentré de Chine, parce que, d'ailleurs, il a déclaré, dès qu'il a rentré, en fait, l'Espagne pourrait être une espèce de point d'équilibre, peut-être de pont de relations entre la Chine et l'Union européenne. Il était allé dire qu'il pique-pendre des surtaxes européennes sur les véhicules électriques chinois il y a quelques mois. Mais d'ailleurs, il va y avoir certainement une usine des batteries électriques qui va être construite en Espagne. On parle des centaines de millions d'investissements chinois qui vont tomber du côté espagnol. Mais vous avez là l'Espagne, effectivement, mais en même temps, vous avez Giorgia Meloni qui part aux États-Unis. Elle ne part pas en Chine. Vous avez d'autres leaders européens qui regardent toujours vers les États-Unis et pas vers la Chine. Peut-être effectivement que si d'autres leaders européens, d'autres pays importants commençaient effectivement à regarder un peu plus vers la Chine, je ne dis pas qu'il faut convertir la Chine en premier partenaire commercial à tout va de l'Union européenne, mais peut-être effectivement il faudrait aller chercher d'autres marchés ailleurs et notamment en Chine. Il y a un gros dossier quand même pour ArcelorMittal, pour le secteur, c'est la décarbonation du secteur. Ça coûte cher. Voilà, Bruxelles a pris des mesures protectionnistes, des mesures pour décarboner plus facilement. En fait, on se rend compte qu'ArcelorMittal n'a pas pris au sérieux l'Europe sur ce sujet. C'est ça, finalement, l'histoire. C'est quand même une gifle d'ArcelorMittal au plan qui a été présenté, effectivement, par l'Union européenne. Qui a été présenté il y a un mois. Là, on voit effectivement que la France est fortement touchée. Il faut savoir quand même qu'ArcelorMittal est très implanté aussi en Espagne, parce que nous, on a 12 usines de production, dont 11 appartiennent, enfin 22 usines de production, dont 11 appartiennent à Ussinor Métal. Donc, il y a près de 8000 Espagnols qui travaillent pour Ussinor là-bas. Donc, mais on n'est pas aussi touché que la France, puisque c'est qu'il y a une quarantaine de postes qui vont être supprimés. Après, effectivement, je suis d'accord avec Richard. À un moment donné, on peut mettre sur la table de créer un géant européen, mais est-ce qu'on a les moyens de créer ces géants européens ? Aujourd'hui, parce que c'est un débat qu'on a depuis des années et des années, mais on n'arrive pas à le faire, et ce n'est pas effectivement le besoin d'armement, etc., qui va développer du jour au lendemain les géants industriels du côté de l'Europe. Justement, parce que le problème avec ArcelorMittal est un problème qu'on connaît depuis des années et des années et des années. Cette entreprise, depuis des années, promet qu'elle ne va pas fermer. Elle ferme au bout de 3-4 ans. Elle ferme des usines. Elle suspend de postes de travail. Après, là, pour l'instant, en France, ils nous disent, ils disent chez Mittal, on n'a pas l'intention de fermer des sites. Voilà. On est engagé dans des plans de rénovation, dans des plans de décarbonation à Dunkerque notamment, mais il n'est pas question de fermer des sites. Pardon, mais après, on parle du plan qui a été présenté par l'Union européenne. Techniquement, quand vous écoutez la conférence de presse du commissaire en présentant le plan, on a négocié avec le secteur. Et puis, côté espagnol, parce qu'on est fortement... Il y a des usines qui sont installées, comme je vous disais, en Espagne. Toutes les usines, tous les professionnels vous disent « c'est très bien, c'est très bien, c'est très bien », mais il n'y a pas d'aide en soi. Parce que on vous demandez au gouvernement d'essayer de proposer des prix d'énergie moins chers, ce n'est pas de l'argent. C'est pas de l'argent.
Et tous les gouvernements n'ont pas les moyens, effectivement, de proposer une énergie moins chère pour que les aciéries puissent continuer à marcher. Et puis, je suis d'accord, effectivement, avec Richard sur le fait que ce type de secteur, ce secteur concrètement, quand vous fermez des usines, vous créez du chômage et vous créez surtout un mal-être profond dans une partie de la société qui voit que vous ne faites ce qu'il faut pour sauver des emplois. Effectivement, après, on peut voir ce qui s'est passé avec l'arrivée des troupes, mais on peut voir aussi dans d'autres pays, notamment l'Espagne, qui, dans les années 80, a fermé les hauts fourneaux et qui a fermé une grosse partie de son industrie, qu'aujourd'hui est désindustrialisée. Non, mais c'est cette question que se posent les journalistes. Mais le président de la République, le président du gouvernement, choisit ses commissaires en fonction de ses intérêts politiques et souvent de sa politique interne. Puisque ce que dit la Constitution, la commissaire espagnole, aujourd'hui à l'Union européenne, Teresa Rivera, était la vice-présidente du gouvernement chargée de l'écologie. Au moins, elle est en train de gérer la transition écologique, entre guillemets, comme elle de l'Union européenne. Mais effectivement, Thierry Breton n'était pas le plus mauvais des commissaires et il a payé ses mauvaises relations avec Ursula von der Leyen. Alors, les images sont filmées sur un plan un petit peu large, mais Emmanuel Macron est en train de se recueillir à l'instant devant le corps du pape François dont les obsèques seront donc célébrées demain matin. Emmanuel Macron qui était attendu à 18h, qui est arrivé avec un petit peu de retard et qui est en train de s'incliner, de se recueillir devant la dépouille du pape François. Je voulais qu'on dise un petit mot du pape François. Alors je crois que Guillaume a plus envie de parler du pape François lui-même. Moi j'avais envie de vous amener sur le sujet, mais on en dira un mot aussi. C'est sachant que je crois que François a nommé une centaine de cardinaux sur les quelques 123, voilà 108 sur les quelques 123. Est-ce que le prochain pape sera à l'avenant, aura un petit peu le même discours, portera le même discours sur les questions économiques, lui qui dénonçait sans cesse le capitalisme prédateur. Voilà. Est-ce que l'affaire vous paraît pliée En fait, vous posez la question si c'est un pape rouge, de gauchiste, comme marxiste, comme on dit ça. Certains disent c'est un pape marxiste. Voilà. Alors, même s'il vient de l'Argentine, ce n'est pas un pape qui était particulièrement marqué par la gauche. Je vous dirais sincèrement qu'effectivement, je pense que ce nouveau conclave avec effectivement pratiquement une centaine de nouveaux cardinaux, je pense qu'il les a nommés aussi en pensant à l'avenir, en disant voilà, ils vont suivre en quelque sorte le chemin que j'ai commencé à tracer, parce que ce qu'il a commencé à tracer, il a commencé à tracer, mais ce n'est pas fini, il n'est pas arrivé au bout de ce qui était son idée. Après, est-il ou pas de gauche par rapport à d'autres papes? Ce qui est certain, c'est qu'il est le moins conservateur des papes qu'on a eu ces dernières années. Ça c'est une réalité. Mais prétendre que l'Église catholique est autre que conservatrice, c'est quand même un peu exagéré. Guillaume. Cela dit, je finis avec ça, l'Espagne, on voit le roi et la reine en tête de délégation. Le président du gouvernement ne va pas y aller, mais il va envoyer sa vice-présidente, deux de ses vice-présidentes, notamment celle du Parti communiste. Donc vous voyez, si la leader du Parti communiste espagnol va représenter entre guillemets l'Espagne, peut-être qu'il était un peu gauchiste. Peut-être, Guillaume. L'Europe a été attentiste. Rosé. Ça, c'est une réalité. Elle a été attentiste au début. Je suis tout à fait d'accord avec toi là-dessus. Après, là où ça a mal tourné, c'est aussi qu'on a perdu l'appui des Américains. On ne s'attendait pas non plus à que les Américains laissent en plan l'Europe dans les dossiers ukrainiens. Ça, en 2022, on ne l'avait pas en ligne de mire. Oui, voilà, on ne l'avait pas en ligne de mire. Et puis, ce que disait Richard, il a raison, c'est qu'ils peuvent rien gagner d'autre, ils vont rien gagner, les Ukrainiens. Mais est-ce qu'ils peuvent perdre plus ? C'est vrai que ce plan tel qu'il a été présenté, enfin les briefs qui viennent d'être présentés, qui nous disent voilà, ça serait reconnaître que la Crimée appartienne à la Russie, ça paraît compliqué, mais je pense qu'on peut arriver... L'état-major ukrainien le dit lui-même aujourd'hui. Le dit lui-même, et en Europe, on le sait depuis très longtemps, qu'effectivement, la Crimée restera russe, parce qu'on n'a rien fait en 2014. Ce n'est pas en 2025 qu'on va envoyer dehors de la Crimée les Russes. Donc, il faut peut-être effectivement essayer d'appuyer un plan de paix. Peut-être effectivement qu'il y ait des forces européennes en 12e ligne pour garantir la paix en quelque sorte, oui, pourquoi pas. Mais de toute façon, tant que Vladimir Poutine soit là, ça paraît compliqué et que la paix en Ukraine puisse rester durable dans les prochaines années. N'oublions pas de toute façon qu'ils ont été les précédents du côté de Donald Trump. La reconnaissance de Jérusalem comme capitale d'Israël, la reconnaissance du Sahara appartenant au Maroc. Donc
quelques semaines, dans quelques mois, la reconnaissance peut-être de la Crimée comme appartenant à la Russie. Donc, pour les Européens, il va falloir gagner du temps, créer cette armée, créer cette force qui puisse effectivement, quelque part, dissuader les Russes de continuer à envahir le reste de l'Ukraine et surtout, espérons effectivement que le mandat de Donald Trump se termine et qu'un autre président plus sympathique aux intérêts européens. L'Élysée a fait savoir